Le conflit KOR contre TOR, c'est-à-dire les partisans de Maurice Kamto contre ceux de Issa Chiroma Bakary, n'est pas un simple affrontement politique classique, c'est une guerre d'influence, une guerre de perception, une guerre stratégique dont les véritables bénéficiaires ne sont pas forcément ceux qui s'expriment le plus bruyamment, et pour comprendre qui profite réellement de cette guerre, il faut sortir d'une lecture frontale et entrer dans une logique d'analyse en profondeur, parce que dans ce type de configuration, les gagnants sont souvent ceux qu'on ne regarde pas directement, ceux qui ne sont pas au centre apparent du conflit, ceux qui observent pendant que les autres s'affrontent, et si tu veux réellement comprendre ce qui se joue, alors reste jusqu'au bout, parce que chaque couche de cette confrontation révèle un niveau supplémentaire de stratégie, et plus tu avances, plus tu réalises que ce conflit n'est pas seulement une opposition entre deux camps, mais une pièce dans un échiquier politique beaucoup plus large, où chaque mouvement a des conséquences bien au-delà de ce qui est visible au premier regard, car à première vue, on pourrait penser que les deux camps se nuisent mutuellement, que cette guerre affaiblit à la fois KOR et TOR, mais en réalité, cette confrontation produit des effets différenciés, et certains acteurs en tirent un avantage structurel, durable, presque automatique. Il faut d'abord comprendre que toute division au sein des forces politiques alternatives profite mécaniquement au centre du pouvoir, et dans le contexte camerounais, ce centre reste structuré autour de Paul Biya et du système qu'il incarne, car tant que les forces susceptibles de contester ou de recomposer le jeu politique restent fragmentées, elles ne peuvent pas constituer une alternative cohérente, elles consomment leur énergie dans des affrontements internes, elles dispersent leur capacité de mobilisation, et surtout, elles brouillent leur message auprès de l'opinion publique, ce qui réduit leur impact global, et c'est là que se trouve le premier niveau de réponse. Le système en place est le principal bénéficiaire indirect de cette guerre, non pas parce qu'il la contrôle nécessairement dans tous ses détails, mais parce qu'il évolue dans un environnement où ses adversaires potentiels ne parviennent pas à s'unifier, et cette absence d'unité est un avantage stratégique majeur, mais cette lecture reste encore incomplète, car elle ne prend pas en compte un autre phénomène tout aussi important, la consolidation interne des deux camps, car paradoxalement, le conflit renforce aussi KOR et TOR chacun de leur côté, en radicalisant leur base, en renforçant leur cohésion interne, en clarifiant leur identité politique, car dans un contexte de confrontation, les militants se mobilisent davantage, ils défendent leur camp avec plus d'intensité, ils produisent du contenu, ils occupent l'espace médiatique, et cette dynamique peut être bénéfique à court terme pour chaque leader, car elle permet de maintenir une visibilité constante, de tester la loyauté des partisans, et de construire une base militante solide, ce qui signifie que le conflit n'est pas uniquement destructeur, il est aussi structurant, il permet à chaque camp de se définir par opposition à l'autre, de se positionner plus clairement dans le paysage politique, et dans un environnement où la visibilité est une ressource stratégique, cette confrontation devient un outil de survie politique, mais cette consolidation interne a un coût, car elle rend toute convergence future beaucoup plus difficile, elle enferme chaque camp dans une logique de rivalité permanente, et elle réduit les marges de manœuvre pour des alliances stratégiques, ce qui, à long terme, peut limiter leur capacité à peser réellement sur le pouvoir, et c'est là que le conflit révèle toute sa complexité, il renforce les acteurs tout en les affaiblissant, il leur donne de la visibilité tout en réduisant leur capacité d'action collective, et c'est précisément dans cette contradiction que se trouvent les véritables gagnants, car pendant que KOR et TOR s'affrontent, d'autres acteurs avancent plus discrètement, des figures moins exposées, des réseaux moins visibles, qui profitent de cette polarisation pour se repositionner, pour construire des alliances alternatives, pour préparer des scénarios futurs sans être directement pris dans la confrontation, et ces acteurs peuvent appartenir aussi bien au pouvoir qu'à des sphères périphériques du système, car dans un contexte de tension élevée, l'attention se focalise sur les conflits visibles, ce qui laisse un espace stratégique à ceux qui évoluent en dehors de ces lignes de fracture, et cet espace peut être déterminant dans une perspective de succession ou de recomposition politique. Il faut également analyser le rôle de l'opinion publique dans cette équation, car la guerre KOR vs TOR produit un effet de saturation, une fatigue politique chez une partie des citoyens, qui peuvent percevoir ces affrontements comme stériles, déconnectés de leurs préoccupations quotidiennes, et cette fatigue peut se traduire par un désengagement, une baisse de la participation politique, ou au contraire par une recherche de nouvelles alternatives, ce qui ouvre la porte à des acteurs inattendus, à des discours différents, à des repositionnements qui échappent aux deux camps principaux, et dans ce sens, le conflit profite aussi indirectement à ceux qui parviennent à incarner une troisième voie, une alternative aux affrontements permanents, mais cette opportunité reste fragile, car elle dépend de la capacité de ces acteurs à exister dans un environnement fortement polarisé. Il faut aussi intégrer la dimension temporelle, car les effets de cette guerre ne sont pas les mêmes à court, moyen et long terme. À court terme, elle profite au système en place et renforce les bases militantes des deux camps. À moyen terme, elle
peut restructurer le paysage politique en éliminant certains acteurs et en renforçant d'autres, et à long terme, elle peut soit empêcher toute alternance en maintenant une fragmentation permanente, soit au contraire provoquer une recomposition brutale si les tensions atteignent un point de rupture, et c'est pour cela que la question de savoir qui profite réellement de cette guerre n'a pas une réponse unique, elle dépend du moment, du contexte, des évolutions internes et externes, mais une chose reste constante, ce ne sont jamais uniquement les acteurs visibles qui en tirent le plus grand bénéfice, ce sont ceux qui comprennent la dynamique globale, qui savent naviguer dans l'incertitude, qui utilisent le conflit comme un levier plutôt que comme une fin, et dans le cas du Cameroun, cela renvoie encore une fois à la logique du système, un système qui a démontré sa capacité à absorber les tensions, à les intégrer dans son fonctionnement, à en tirer parti sans se mettre directement en première ligne, ce qui renforce l'idée que tant que la guerre KOR vs TOR reste confinée dans une logique de confrontation entre camps, sans déboucher sur une recomposition stratégique plus large, elle continuera de produire les mêmes effets, les mêmes gagnants invisibles, les mêmes perdants apparents, et les mêmes illusions de lutte frontale, alors qu'en réalité, le véritable enjeu se situe ailleurs, dans la capacité à dépasser cette confrontation pour redéfinir les règles du jeu, ce qui, pour l'instant, ne semble pas être la trajectoire dominante. Dans la continuité de cette lecture où la confrontation KOR contre TOR apparaît comme un mécanisme produisant à la fois de la visibilité et de la fragmentation, il devient nécessaire d'aller plus loin et d'identifier les bénéficiaires moins visibles, ceux qui n'apparaissent ni comme les visages de la confrontation ni comme ses victimes directes, mais qui en tirent pourtant un avantage stratégique réel, et à ce niveau d'analyse, il ne s'agit plus seulement de constater que le système autour d'eux. Paul Biya profite globalement de la division, il faut comprendre comment cette division est intégrée dans des logiques plus larges, notamment celle des réseaux du pouvoir, des élites économiques et même de certains acteurs périphériques qui évoluent dans l'ombre du champ politique, car dans un environnement où le conflit occupe l'espace public, il crée mécaniquement des zones d'opportunité pour ceux qui savent exploiter le bruit ambiant, et ces zones sont souvent sous-estimées parce qu'elles ne produisent pas de spectacle, elles ne génèrent pas de confrontation directe, mais elles sont essentielles dans la structuration du pouvoir réel. En premier lieu, il faut analyser le rôle des réseaux internes au système, ces réseaux qui ne s'expriment pas publiquement mais qui influencent les décisions, orientent les carrières, distribuent les ressources, et dans ce cadre, la guerre KOR vs TOR joue un rôle de diversion fonctionnelle, elle focalise l'attention sur une opposition frontale, ce qui réduit la pression sur ces réseaux, leur permet de continuer à opérer sans être directement contestés, et surtout leur donne le temps de préparer leur propre scénario en vue de la transition, car pendant que les regards sont tournés vers les affrontements visibles, les véritables arbitrages peuvent se faire ailleurs, dans des cercles restreints, à l'abri de la pression populaire, et c'est là que se situe un premier niveau de bénéfice concret. La capacité à agir sans exposition, sans devoir se positionner publiquement dans un conflit polarisé, ce qui est un avantage considérable dans un contexte d'incertitude politique. Il faut ensuite se tourner vers les élites économiques, car toute instabilité politique contrôlée peut devenir une opportunité pour certains acteurs économiques, notamment ceux qui ont la capacité d'anticiper les évolutions, de s'adapter rapidement et de tirer parti des déséquilibres, dans un contexte où KOR et TOR s'affrontent, où les discours se radicalisent, où les tensions montent, certains secteurs peuvent connaître des recompositions, des repositionnements, des redéploiements de ressources, et ceux qui maîtrisent ces dynamiques peuvent renforcer leur position, consolider leur réseau, voire influencer indirectement le jeu politique en soutenant certains acteurs ou en affaiblissant d'autres, et cette dimension économique est souvent négligée dans l'analyse des conflits politiques, alors qu'elle est centrale, car le pouvoir ne se limite pas aux institutions, il inclut aussi la capacité à contrôler ou à orienter les flux économiques, et dans ce sens, la guerre KOR vs TOR crée un environnement où les rapports de force peuvent évoluer en dehors du champ strictement politique. Il faut également considérer les acteurs intermédiaires, ceux qui ne sont ni au sommet du pouvoir ni à la tête des grandes formations politiques, mais qui jouent un rôle de relais, de médiation, d'influence locale ou sectorielle, et pour ces acteurs. La polarisation peut être une opportunité, elle leur permet de se rendre indispensables, de se positionner comme des ponts entre différents camps, ou au contraire comme des défenseurs acharnés d'une ligne, ce qui peut renforcer leur légitimité auprès de certaines bases, et dans un système où la loyauté et la capacité de mobilisation sont des ressources clés, cette position intermédiaire peut être extrêmement stratégique, car elle permet de négocier, d'obtenir des avantages, de peser dans les arbitrages sans être exposé comme une cible principale, et cette capacité à exister dans les interstices du conflit est l'un des éléments les plus sous-estimés mais aussi les plus efficaces dans la construction du pouvoir réel. Il faut aussi analyser un autre niveau, plus diffus mais tout aussi important, celui des dynamiques informationnelles, car dans une guerre comme celle entre KOR et TOR, la production de contenu devient massive, continue, souvent incontrôlée, et dans ce flux, certains
Acteurs spécialisés dans la communication, la désinformation ou la stratégie numérique peuvent tirer un bénéfice direct, en monétisant l'attention, en orientant les perceptions, en construisant des narratifs qui servent des intérêts spécifiques, et ces acteurs peuvent être indépendants, liés à des camps politiques ou même connectés à des réseaux plus larges, mais dans tous les cas, ils participent à la structuration du conflit en amplifiant certaines lignes de fracture, en invisibilisant d'autres, et en maintenant un niveau de tension qui alimente leur propre activité, et ce phénomène renforce encore l'idée que le conflit n'est pas seulement politique, il est aussi médiatique, économique et stratégique. Il faut enfin aborder la question des acteurs internationaux, non pas dans une logique de contrôle direct, mais dans une logique d'intérêt, car la stabilité relative du Cameroun, même dans un contexte de tension interne, est un facteur important pour de nombreux partenaires. Et dans ce cadre, une opposition fragmentée, divisée entre KOR et TOR, peut être perçue comme moins risquée qu'une opposition unifiée et potentiellement imprévisible, ce qui ne signifie pas que ces acteurs encouragent activement la division, mais plutôt qu'ils s'adaptent à une configuration où le pouvoir central reste le point de référence principal, et cette adaptation peut indirectement renforcer les acteurs en place, en consolidant leur position dans les relations internationales, et en réduisant les incitations à un changement rapide ou brutal, ce qui constitue un avantage stratégique supplémentaire, et lorsque tu mets ensemble tous ces niveaux, réseaux internes, élites économiques, acteurs intermédiaires, dynamiques informationnelles, environnement international, tu comprends que la guerre KOR vs TOR produit un écosystème complexe, où les bénéfices sont distribués de manière inégale, souvent invisible, et où les véritables gagnants ne sont pas forcément ceux qui dominent le débat public, mais ceux qui savent utiliser ce débat comme un levier, un écran, un espace de manœuvre, et c'est dans cette perspective que le conflit prend toute sa dimension, non pas comme une simple rivalité entre deux camps, mais comme un phénomène structurant qui redessine progressivement les rapports de force, en préparant le terrain pour des évolutions futures qui pourraient surprendre ceux qui se limitent à la surface des choses.